bonsoir, je m'appelle Guillaume Adam, je suis développeur mobile depuis environ 2 ans maintenant, donc j'ai pas forcément autant d'expérience que j'en présente dans la salle ce soir, mais du coup j'ai eu, c'est Erwan qui m'avait tagué sur le post de Olivier à propos d'un meet-up sur ce thème-là, et étant donné que ma situation en fait, j'avais moi-même fait des recherches et beaucoup fait de comparatifs en fait entre ces deux types de développement. Donc du coup ça tombait vraiment bien pour cette présentation. Donc du coup je vais essayer ce soir de vous expliquer un petit peu dans quel contexte un type d'application hybride ou un type d'application native s'applique le mieux pour un projet donné. Donc pour ça on va voir plusieurs points, je vais essayer d'aborder les choses ludiquement. D'abord, on va juste rappeler assez rapidement les 3 types d'applications. On va parler de web responsive. C'est pas forcément le sujet de la présentation, mais c'est quelque chose qu'il faut en parler quand même quand on parle de développement mobile. Donc on passera très vite dessus et ensuite on verra ce que c'est une application native et hybride, juste un petit rappel. Et ensuite on rentrera vraiment dans les détails pour voir quels sont les avantages et inconvénients, on va dire, dans un projet. Et ensuite on fera un petit tableau comparatif. J'ai essayé d'être objectif suivant les deux contextes, suivant le contexte au niveau des applications qu'on a vues. Et ensuite j'aurai besoin de vous, j'ai essayé de faire 2-3 exemples, un contexte pour un projet donné, et vous me direz si vous partez plus sur un hybride, natif ou web responsive. On pourra avoir le support de présentation. Oui, je pourrais l'envoyer, je l'ai envoyé par Oui, en général, on le met sur le meet-up avec un lien vers je ne sais quel cloud. On met ça les supports, il n'y a pas de problème. Donc quand on parle d'application mobile, on est un peu perdu. Aujourd'hui, quand ma direction, je leur ai proposé la question, ils m'ont parlé de plein de choses. Android, iOS, hybride, natif, Xamarin, Angular, Ionic, Cordova, qu'est-ce que c'est, je comprends pas pourquoi. Donc en fait, on va essayer juste de regrouper un petit peu ces 3 types de développement et de remettre un petit peu ces buzzwords et ces frameworks et librairies et environnements dans leur contexte. Donc j'avais dit en premier, on va parler d'applications web responsive. Donc qu'est-ce que c'est en fait les applis web responsive? C'est tout simplement un site web un petit peu amélioré pour les types de devices petits, style de type téléphone, tablette. Donc en fait, c'est typiquement sur du web. On a aujourd'hui 2 standards, Bootstrap et Foundation 3. Celui-là je le connais pas trop, en revanche Bootstrap c'est assez connu. Voilà, ça permet juste d'adapter une web app ou un site web sur la résolution, pour du mobile ou des tablettes. On peut cacher des éléments suivant la taille du device, afficher différemment ou complètement changer de design. Enfin, tout est possible, mais il n'y a pas trop de travail par rapport à une vraie application mobile. Et c'est plutôt pour des projets à stratégie très faible de mobile, voire inexistence, et juste pour un portage mobile. Donc voilà, on ne reviendra pas trop dans cette présentation parce que c'est pas trop l'objet. jQuery mobile, il n'est plus du tout utilisé? Alors c'est utilisé, mais pour moi c'est beaucoup moins, on va dire, léger, on va dire, qu'un librairie Bootstrap. Donc si vous faites une page jQuery mobile, je sais qu'aujourd'hui c'est assez lent à répondre. Je crois que là aujourd'hui c'est entre 0,5 et 0,4 de réponse quand on clique. Et avec les tests que j'avais fait, du moins sur on va dire à partir de l'iPhone 4, ça commence à être quand même assez lent. Donc oui, ça peut être utilisé, j'ai pas tout mis non plus, j'essaie de faire les plus récents. Chez jQuery mobile, c'était plus à l'époque où on faisait du jQuery tout court dans les pages et on n'était pas en projet Angular, mais oui, c'est une autre possibilité. Olivier m'avait essayé de dire de mettre des frameworks ou des librairies récentes, et moi jQuery en plus j'ai jamais trop utilisé, j'ai déjà vu et testé, et j'ai pas trop utilisé donc j'ai pas pensé à le mettre, mais oui, c'est une solution aussi pour les applications web responsive, effectivement. Donc maintenant on va parler un peu plus de vif du sujet, donc on va parler des applications natives. Déjà je voulais juste rappeler qu'une application native, c'est quoi du développement natif? C'est du code qui est développé spécifiquement pour une OS environnement. Donc on a aujourd'hui 2 OS plateformes principales, Android et iOS. Il y en a 2 autres, il y a bien sûr Windows Phone par Microsoft. Je ne vais pas forcément en parler dans cette présentation parce que je sais que ça tend à disparaître, ils n'ont pas beaucoup de parts de marché sur les stores, etc. Et je sais que j'ai entendu dire qu'en gros,
ils allaient tout passer, tout migrer sous Android. Même au niveau du nom, excuse-moi, Windows Phone, ça existe déjà plus, c'est Windows. D'accord. Ok. Je sais par exemple, Microsoft a racheté Nokia, je crois. Ah bon. Et Nokia veut faire tourner ses OS sous Android, donc en fait ça va complètement disparaître. Ouais. Donc, Ça risque, c'est ce qui risque d'arriver. Voilà. Alors, je peux me permettre ça une fois plus compliqué que ça. D'accord. C'est Microsoft a racheté la division mobile de Nokia, D'accord. qu'ils ont tué. Et Nokia, qui avait gardé, du il est coup, toujours indépendant, qui font le mobile, etc., il relance une ligne de téléphone sous Android. D'accord. Ok. Rien à voir avec Microsoft. Très bien, j'étais pas trop renseigné là-dessus, mais d'accord. C'est à toi, je te laisse la... Donc du coup, voilà, c'était juste pour faire un petit rappel, deux plateformes distinctes. Donc chacune ont leur propre environnement en fait. Donc on va dire les IDE, donc les logiciels dans lesquels il est possible de développer. On a Android Studio d'un côté, Xcode pour iOS. Donc c'est deux environnements vraiment différents. Le langage aussi. Donc on a plutôt du Java sur Android et Objective-C récemment Swift sur iOS. On pourrait même faire un meet-up sur utiliser Objective-C ou Swift, comme ça c'est un autre sujet aussi. Et voilà, les deux plateformes ont vraiment leurs deux langages, leur langage propre, je veux dire, et les accessibilités des apps aussi. Donc on a Google Play pour Android et App Store pour iOS. Je sais que chaque plateforme a sa propre, je suis pas sûr pour Android, mais pour iOS je suis sûr qu'ils ont une offre en fait pour pouvoir distribuer vos applications en interne dans votre entreprise, si c'est la stratégie. Donc c'est un service payant sur Android, je sais pas s'il y a ça, mais ce qui est sûr c'est que c'est beaucoup plus simple de distribuer vos applications avec le point APK en fait que ça génère. C'est très facile à distribuer, contrairement à Apple qui essaie de garder un petit peu la main sur toutes leurs applications et la distribution surtout. Donc ça c'était un petit rappel, tout le monde doit savoir à peu près de quoi on parle là-dedans. Là ce que je vais essayer de rentrer plus en détail, c'est voilà, au niveau des applications natives, au sein d'un projet où on a le choix à faire entre hybride et natif. Donc là on va parler du choix natif. Donc ce qui est sûr, c'est que quand vous partez pour un projet mobile, plusieurs choix s'offrent à vous. Vous pouvez choisir une ou plusieurs plateformes. Vous pouvez partir, voilà, je veux très bien partir sur un projet mobile uniquement sur Android ou sur iOS. Donc il faut savoir que chaque plateforme a sa communauté et on va dire son type de projet, on va dire préféré entre guillemets. Je sais que par exemple si votre projet mobile il est plus orienté, ça va être une application payante, vraiment pas forcément light, mais on va dire vraiment voilà, carré parce que c'est payant, il y a du contenu payant, premium, etc. Je conseillerais plus à titre personnel de lancer l'application sur la plateforme Apple, iOS, parce que la communauté Apple est beaucoup plus habituée à payer pour du contenu et payer pour des applications, contrairement à Android. Et vice versa, si votre projet est plus orienté retour utilisateur, tout est gratuit, vous essayez vraiment de communiquer avec la communauté de vos utilisateurs, en fait votre panel utilisateur, ça serait peut-être plus judicieux de la lancer sur Android. Voilà, il y a vraiment en fait c'est le choix de ces plateformes, ça va déterminer vraiment la stratégie de votre application mobile. Donc il y a vraiment une réflexion à avoir avant même de se lancer dans le choix de hybride natif, savoir si votre application elle a vraiment une stratégie forte et si oui à quel point, et déterminer les caractéristiques pour savoir sur quelle plateforme ou les trois lancer si vous voulez vraiment être présent sur tous les environnements. Ça crée un petit peu aussi une image de marque. C'est-à-dire que voilà, votre société, vous voulez être présent sur si vous êtes présent sur toutes les plateformes, bah voilà, les utilisateurs vont dire, vous voyez, j'ai une appli, tu l'as aussi sur Android, ils sont partout sur Android, iOS, Windows Phone, BlackBerry, etc. Ça contribue un petit peu à l'image de marque des utilisateurs. Alors on verra après, c'est de moins en moins vrai avec les frameworks hybrides, mais en général, l'application hybride native, ça se reconnaît, on le sent, ça se ressent, au niveau, on va voir, au niveau des performances. Donc là, j'entame un petit peu sur les caractéristiques. Donc le natif, on va faire la comparaison après, mais il y a vraiment, c'est vraiment adapté pour l'OS, donc du coup les performances au optimum, vous ne pourrez pas faire de meilleures performances par un autre type de développement. Si vous voulez faire vraiment le développement le plus performant, et avoir vraiment les meilleures performances avec du développement natif. Également, vous avez la possibilité d'utiliser vraiment toutes les caractéristiques des devices sur lesquels sont installées votre application. Typiquement, vous voulez utiliser les capteurs, la caméra,
installer des librairies tierces pour pouvoir utiliser le Bluetooth, un protocole, etc. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez du moment qu'ils sont intégrables dans le langage, donc soit Android, soit Java, soit Objective-C Swift dans iOS. Et voilà, vous avez vraiment la main dans le code si vous voulez toucher vraiment aux basses couches de l'environnement. Et également la gestion de mémoire, même si aujourd'hui dans les deux plateformes il y a quand même une gestion de la mémoire qui est faite, côté iOS avec l'ARC, Automatic Reference Counting, quelque chose comme ça, qui permet, où le framework gère déjà la mémoire, mais vous avez la possibilité quand même de gérer, de faire des tests de mémoire, voir votre consommation, etc. Et de toucher vous-même à libérer la mémoire au moment propice. Pareil sur Android, il y a le Garbage Collector en Java qu'on connaît tous. Mais pareil, vous pouvez également, à l'aide de certaines configs, libérer de la mémoire à volonté. On verra que sur les frameworks du type hybride, c'est pas vraiment en fait le but de ces frameworks-là. Ils sont plus orientés, on va dire, logique dans l'appli et rapidité. Donc ça me permet d'enchaîner avec le PC, avec les applications de type hybride. Donc pour les applications de type native, on a dit c'était la solution la plus optimisée et spécifique pour un développement. Les applications hybrides, pour moi je vois ça comme c'est quand même une vraie solution, c'est une alternative, c'est quelque chose dont il faut réfléchir. Mais il ne faut pas non plus dire j'ai pas de sous, je me lance dans l'hybride. C'est pas forcément la bonne stratégie à adopter. On a vu en natif, si le budget est limité, on verra après par des exemples, vous pouvez lancer que sur une seule plateforme et après continuer votre développement et attaquer un marché de iOS par exemple en premier, Android par la suite. Là, c'est vraiment une solution alternative. On va voir qu'il y a des gros avantages en termes de temps et de coût dans ce type d'application. Mais tout d'abord, je voulais juste aussi rappeler, aujourd'hui, pour moi, il y a deux types de développement hybride. Il y a du développement hybride que j'appelle web et du développement hybride natif. C'est quoi la différence entre ces deux types de développement? Pour moi, le développement hybride web, c'est un petit peu ce que fait Cordova. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. En fait, c'est quoi? C'est tout simplement un projet web qui tourne dans un élément WebView natif Android ou iOS. Donc en fait, qu'est-ce que vous faites quand vous faites du développement hybride web? Vous développez une web app, par exemple une web app standard Angular, avec une librairie qui vous permet d'avoir des composants mobiles adaptés pour s'afficher dans du web sur des résolutions très petites. Et en fait, Cordova va prendre ce projet, donc il a des contraintes d'architecture à respecter. Il y a une documentation qui est très, très bien faite pour ça. Et ensuite, elle prend le projet, elle instancie une web view dans votre projet Android et elle fait tourner la web app dedans. C'est uniquement ce qui est possible. A contrario, le type de développement hybride natif, que j'appelle natif, je sais pas si c'est officiel, on peut dire ça, mais voilà, c'est ce que j'appelle comme ça, c'est plus sur les nouveaux frameworks. Alors je sais pas s'il y en a d'autres, j'ai pas trop le temps de me renseigner, mais React Native, c'est quelque chose que j'ai entendu depuis peu et qui commence vraiment à faire douter, sur l'évolution de ce framework, en fait, ce type de framework. C'est-à-dire que je vais en parler un petit peu plus en détail après, c'est un framework qui a été développé par Facebook et qui est développé donc en JavaScript et qui permet, c'est orienté composants, donc vous développez tous vos composants et ces composants sont transformés en composants natifs de la plateforme sur laquelle vous voulez builder. Et ça commence vraiment à être intéressant par rapport à l'hybride web, je parle, parce que sur l'hybride web, en fait, comme on en a parlé tout à l'heure, le temps de réaction sur du web n'est pas le même que sur un composant natif, le temps de chargement également au niveau de la WebView. Là, avec des frameworks de ce type-là, on commence vraiment à rentrer dans du similaire natif, je pense. Si j'avais fait un petit peu du benchmark, c'est vrai que les temps de réaction et les temps de chargement commencent vraiment à être intéressants. Donc c'est pas quand j'avais, moi, à l'époque, dans la société dans laquelle je travaille actuellement, je fais de l'hybride, et ça n'existait pas encore, c'est pas quelque chose qui existait, il y en avait vraiment juste du WebView ou de la web responsive. Aujourd'hui, c'est vrai que je me posais beaucoup plus la question si on me demandait de partir sur ça ou sur du natif. Donc voilà, je vais en parler un petit peu plus après. Faut savoir que par contre, voilà, que ce soit hybride web ou natif, hybride web est un petit peu plus mature maintenant, mais c'est des technologies qui sont en constante évolution. Il y a quand même quelques limitations à ça, notamment au niveau, comme on a dit tout à l'heure, on a la pleine accessibilité de tout ce qui est caractéristique du téléphone. Là, dans ce cas-là, je ne sais pas trop par contre comment ça marche au niveau de React Native, mais au niveau des frameworks type Cordova, la seule manière d'accéder aux caractéristiques du téléphone, c'est des plugins.
Donc en fait, vous êtes dépendant en fait, de plugins qui sont développés par Cordova a quand même son registre de plugins officiel, plus ou moins officiel. Mais vous êtes dépendant de ces plugins. Donc par exemple, si voilà, demain Apple annonce l'iOS 14, eh bien, vous devriez attendre que la personne qui a développé votre plugin pour la caméra, si l'API de la caméra a changé dans cette nouvelle iOS, il soit compatible. Donc vous ne pourrez pas être compatible. Alors que si vous êtes sur du développement natif, en général, la plateforme donne sa SDK en avance pour que vous puissiez être compatible dès le jour de la sortie de cette nouvelle OS. Donc ça, c'est une des limitations. Également au niveau de la mémoire, là on n'a pas du tout accès, on a accès uniquement à la mémoire de la WebView. Donc on peut faire quelque chose, pareil au niveau sécurité, si vous commencez à stocker des choses dans local storage, dans le session storage, etc. C'est bon, sur mobile c'est plutôt bien fait, c'est-à-dire que chaque appli a son local storage, il n'est pas accessible via une autre appli, c'est pas comme votre browser sur votre PC. Il y a quand même, je pense, quelques failles. D'ailleurs, Cordova a subi quelques failles de sécurité il y a quelques mois de ça. Donc c'est des choses qui sont à prendre en compte si vous partez sur ce type de développement. Par contre, un gros avantage, le gros avantage de l'hybride, c'est que vous n'avez qu'un seul code. Alors vous partez pour un projet mobile natif. Si vous décidez de partir sur 2 plateformes comme on a vu au début, vous allez forcément avoir 2 codes, 2 repos à maintenir. On va faire la petite comparaison au niveau de la maintenabilité. C'est plus compliqué que ce qu'on peut penser. Moi d'expérience de ce que j'ai, de ce que je fais, on n'a qu'un seul code, c'est vrai. En revanche, dire qu'on code qu'une fois pour les 2 plateformes, c'est faux. Parce qu'il y a toujours des petits ajustements à faire selon les frameworks. Par exemple, moi j'utilise le framework Ionic 2 sur Angular 2 qui est passé récemment. Ionic, I-O-N-I-C. Je vais montrer après, juste après, on va en parler ici. Par exemple, celui-ci, c'est une framework qui est basée sur Angular 2, qui permet d'avoir des éléments tout faits, prêts pour le mobile, qui s'affichent bien. Mais suivant sur lequel OS il est compilé, donc Android ou iOS, il respecte les guidelines. Donc vous avez un composant qui marche d'une telle façon pour iOS et d'une telle autre façon pour Android. Donc suivant si vous dites voilà on fait qu'un seul code, par contre nous on veut le même design d'Android et iOS, déjà vous devez migrer, vous devez mettre plein de configs pour dire je veux le même sous les 2 OS. Ou si vous voulez vraiment faire du spécifique iOS Android, dans tous les cas vous allez devoir faire du test ou des releases vraiment différentes et tester vos 2 applications buildées sur les 2 plateformes. Sachant que, étant donné que c'est de la WebView, Android utilise en général, si vous mettez en place un livret qui s'appelle Crosswalk, qui permet d'être compatible sur tous les Android, d'avoir la même instance de votre browser. En fait, vous embarquez un browser pour que ça s'affiche partout sur tous les mêmes Android. Ça marche d'une façon, quand vous embarquez ça sur un iPhone avec Safari, il y a plein de propriétés CSS qui passent pas, ou il faut vraiment faire des hacks de tous les côtés pour qu'on ait le même comportement sur un Android que sur un iOS. Du coup, c'est plein de choses comme ça à prendre en compte. On va refaire le récapitulatif un petit peu après dans le tableau. Là, je voulais juste présenter un peu les 3 que j'ai sélectionnés pour la présentation. Donc, celui dont j'ai parlé, Ionic, qui marche avec Cordova. Développer donc le framework est en type script, c'est du JavaScript typé, tout simplement, sous Angular 2. On a Xamarin. En Xamarin, j'en ai beaucoup entendu parler, dans les 2 sens, en bien et en mal. Moi, ce que j'en ai retenu, c'est qu'en fait, c'est bien si vous avez déjà des développeurs à disposition qui font du C#. Vous avez vraiment quasiment pas besoin de recruter ou de faire un coup de ressources humaines en fait. Votre code commun à toutes les plateformes vous le faites en C# et ensuite dans Visual Studio, c'est un produit Microsoft, vous avez des espaces de drag and drop où vous pouvez connecter vos objets, les interfaces avec votre code. Donc ça permet, voilà, si vous êtes déjà en mode C#, c'est là-dedans qu'il faut se lancer, mais voilà, je connais pas trop non plus comment ça marche. Je sais qu'ils ont leur propre technologie pour builder, mais je n'ai pas trop approfondi le sujet. Par contre, je me suis plus intéressé sur celui-ci, donc React Native. Il faut savoir que React Native, c'est la version mobile. Il y a le même framework pour web, ça s'appelle React, et par contre, les deux ne sont pas du tout compatibles. Donc
le slogan, on va dire, de Facebook, c'est Learn once et write everywhere. Donc c'est-à-dire qu'en fait, que vous ayez appris à coder sur du React, un framework React ou sur un framework React Native, les deux codes ne seront pas compatibles, mais la méthode est la même. C'est-à-dire que c'est orienté composants, vous développez vos composants, et c'est toujours la même façon. Les composants entre eux ne sont pas compatibles, mais si vous savez implémenter une application, une web app sur React, ça va le faire sur React Native. C'est ce qui prône un petit peu. J'avais lu un article récemment sur un développeur iOS expert qui faisait ça depuis 6-7 ans, qui a fait tout un article à internet et qui disait qu'il était vraiment impressionné justement par les performances de réactivité, etc. Par contre, là où il avait été déçu, c'était au niveau de la stabilité et des dépendances, c'est-à-dire qu'il voulait mettre à jour une petite dépendance dans son projet parce qu'il y avait un nouveau design qu'il aimait bien et ça avait pété plein de dépendances derrière. C'était pas forcément encore au point, il fallait mettre les mains dedans, alors que lui il a dit voilà, sur iOS c'est pas des choses qui existent ou que les développeurs sont habitués à gérer. Donc voilà, c'est un petit peu les trois frameworks que j'ai sélectionnés pour cette présentation. On va passer juste au petit récapitulatif. Donc on a parlé performance, donc au niveau application native, j'ai déjà dit plein de fois, donc c'est vraiment la plateforme si vous voulez avoir vraiment une application optimum en performance, c'est sur ça qu'il faut partir, application hybride. Malgré le fait d'avoir du type hybride natif avec React Native, on reste quand même plus serein avec du développement natif. Coût de développement, alors ça c'est ce qu'on a dit, donc c'est le gros point noir de l'application native, c'est que ça coûte plus cher. Ça prend plus de temps, mais c'est plus performant. Donc si on va en faire les exemples après, mais si vous avez un time to market qui est vraiment serré, vous n'avez pas trop de temps, un budget plutôt limité, il faudra peut-être plus réfléchir à sélectionner un framework de type hybride plutôt qu'une application du développement natif en fait. Donc time to market, j'en ai parlé, vous rentrez plus vite sur le marché. Excuse-moi, est-ce que tu as une idée de combien ça coûte en plus en termes de par rapport à un développement hybride, par rapport à un développement natif? En termes de budget ou en termes de temps? En termes de budget. De budget? Tu as des exemples en tête ou... Aucune idée. C'est difficile à chiffrer. En plus moi je suis salarié donc je vois pas trop vraiment chiffrer, c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire. Après je sais que si c'est du développement application hybride, je sais que ça se paye moins cher que du développement natif mobile à la journée en prestation. D'accord. Je suis quasiment sûr de ça. Après, c'est bien, ouais. Je sais pas, tu vois. Après si c'est en mode salarial, je sais pas. Je pense que les salaires sont un peu plus élevés aussi au niveau développement natif que sur du développement web, que ce soit pour du web ou du mobile. Après ça dépend si vous avez des besoins aussi dans l'industrie, vous avez besoin web et vous voulez recruter quelqu'un mais où il y a aussi une application mobile, bah peut-être paralyser un petit peu les deux développements. Ça dépend vraiment du contexte en fait. Par contre on y va en coût de temps, je dis ça, c'est pour moi la logique voudrait que ça prenne moins de temps sur hybride parce qu'on n'a qu'un seul code à faire, même s'il y a des ajustements un petit peu à faire que sur du développement natif. Maintenant, moi j'en suis pas forcément persuadé parce qu'aujourd'hui par exemple je dois faire une release Android, la faire tester et la faire tester sur iOS parce vu qu'il y a beaucoup de design qu'on veut faire, on a fait beaucoup de design disons spécifiques. Et chaque design doit vraiment être testé, voir si sur chaque type de WebView, donc une WebView Safari ou Chromium, si ça s'affiche vraiment pareil sur les deux. Donc en fait on perd pas le temps à développer, mais le temps de test c'est le même. Voire de debug c'est le même. D'accord. Et tu as le temps de soumission à l'App Store, le review, qui de toute façon est incompatible. Ça, on ne peut pas échanger la livraison, à part si vous partez sur de la livraison interne en temps d'entreprise, c'est différent, mais ouais, sur le... Et dans les deux cas, même tu vas devoir d'un côté distribuer des applis iOS et de l'autre distribuer des applis APK avec des systèmes différents. C'est ça. Surtout si vous voulez commencer à faire du développement, de la livraison continue, c'est-à-dire faire à chaque fois qu'on pousse du code, le builder automatiquement. Si vous voulez faire ça en local ou sur le cloud, il y a des services. Il y a des services sur le cloud qui permettent de le faire très bien sur du natif. Je connais par exemple en tête de Dibuild, mais si vous commencez à faire de l'hybride, il faut avoir des services cloud qui soient compatibles avec le framework dans lequel vous poussez votre appli, sinon il ne pourra pas compiler. Et ça, pour mettre à jour ce type de service, ça prend du temps aussi. Donc voilà, il y a vraiment
Dans les deux cas, il y a dans un cas on en gagne, dans l'autre on en perd et vice versa. Donc pour moi, je suis plutôt mitigé là-dessus, sur ce temps. Par contre, au niveau UX, design, ergonomie, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que si vous partez sur du natif, il faut savoir que les utilisateurs Android sont habitués à certains comportements, et sur iOS, sur certains comportements qui sont complètement différents. Donc chaque plateforme a ses propres guidelines. Ils ont leur propre site avec les éléments plus importants dans une page sont plutôt en haut à gauche, quand c'est des actions c'est plutôt en bas à droite, et sur Android c'est inversé, ils ont vraiment leur propre guideline. Par contre, si vous partez sur l'hybride, vous partez sur les guidelines du framework. Donc si le framework respecte les guidelines, tant mieux pour vous. Si vous avez un framework qui fait un composant mobile, j'ai une page, c'est le même pour les deux, l'utilisateur il risque d'être un petit peu frustré ou du moins pas s'y retrouver, et c'est à vous de faire l'effort d'ergonomie, de design, de l'expérience utilisateur au sein de vos web, de vos views web web view. J'ai noté aussi, j'en ai pas forcément parlé, ouverture du marché, ça par contre c'est clair et net. Si vous partez sur du développement natif et que par exemple vous voulez 2-3 ans après rendre compatible votre appli sur une montre, sur un objet connecté, sur ce que vous voulez, un objet on va dire soit Android soit iOS, donc la montre, une montre Android ou une montre iOS, ce sera le même développement. C'est-à-dire que vous avez des widgets dans les IDE qui vous permettent de développer vos applications pour la montre et sur d'autres objets, sur du développement hybride. À ma connaissance, j'en connais pas. Donc si dans tous les cas vous savez que vous voulez faire une appli qui va marcher avec une montre, il ne faut pas partir sur le développement hybride. C'est des choses qui sont à prendre en compte. Si vous avez vraiment une stratégie forte et que vous voulez vous ouvrir à avoir le plus de couverture possible sur tous les devices, c'est pareil, il faut être plus orienté sur du développement natif. C'est des choses à prendre en compte. Alors on peut très bien partir sur l'hybride et faire après une application native pour la montre. Alors après pour maintenir les deux, je vois, ça va être un petit peu... Pour revenir sur le développement et au niveau des profils développeurs justement, sur de l'hybride, on pourrait limite dire qu'un développeur arrive à maintenir toutes les applis, alors que sur du natif, généralement, c'est assez rare de voir quand même un développeur qui maîtrise les deux plateformes. C'est vrai. C'est vrai que si vous prenez surtout des gens qui ont de l'expérience, qui font ça aujourd'hui, qui ont 4-5 ans d'expérience, ils sont commencés sur une plateforme et en général ils n'ont pas trop changé. Je sais que moi aujourd'hui j'arrive à toucher un peu aux deux, après maintenir un projet complet sur les deux, je sais pas si j'y arriverai, du moins ça me prendra beaucoup plus de temps que si quelqu'un qui tient un projet hybride sur les deux plateformes, ça c'est clair et net. C'est vrai que c'est peut-être mieux de dédoubler les développeurs, un Android et un iOS, même si les deux ont la double compétence, ils peuvent s'aider. Mais c'est vrai qu'au niveau maintenabilité, il y a une masse salariale à x2 à avoir, je pense, au moins pour avoir le même rendement. Après c'est un choix à faire en fait, c'est pas forcément une fatalité, mais il faut le prendre en compte et c'est un choix à faire. Et pardon, du coup, une question connexe en termes de ressources sur le marché, on va dire, de développeurs, entre application native et application hybride, et au sein application native, entre développeurs iOS et développeurs Android, quelle est la ressource la plus abondante, la moins abondante? Parce que c'est aussi un choix important pour une startup, c'est-à-dire que si on se retrouve dans un développement et que c'est hyper difficile de recruter la compétence derrière, on se freine aussi. Je le vois un petit peu. Sylvain pourra confirmer. Je pense que si tu as une idée de ça, je pense que tu le voir au quotidien. Moi, ce qui est sûr, c'est qu'hybride c'est plus récent. Donc. Ouais, je vois qu'il y a plus de natifs que d'hybrides. Ça paraît logique. Parce que du coup, vu que ça a des technologies qui sont très récentes, même si vous avez quelqu'un qui suit, moi je suis par exemple Unix depuis la version 1 bêta, j'ai fait toutes les migrations depuis. Je pense pas que. Enfin, il y a moins de gens qui ont fait ça plutôt que des gens qui vont faire un Android depuis 4-5 ans, qui ont suivi toutes les évolutions. Après, c'est. Étant donné que c'est un framework qui est même en constante évolution, si vous partez sur l'hybride, vous savez que votre application va être bancale, on va tout le temps évoluer. Que si vous voulez faire une version, vous savez dans quoi vous partez, vous voulez de l'Android. Je pense que vous prenez quelqu'un qui en fixe ça depuis 4-5 ans, il n'y a pas de souci. Ça se trouve plus facilement, je pense. Alors, je rajouterais juste un truc, c'est que je fais relier Guillaume. Mais pour faire l'hybride, finalement, peut-être un développeur JavaScript, ça peut être suffisant. La montée en compétences sont moins longues. On peut suivre plus facilement du développement web JavaScript au développement hybride. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Après. Mais ça reste quand même des compétences à part. Il y a des vrais développeurs JavaScript hybrides. Après, ça dépend aussi
du rôle que vous donnez aussi à vos développeurs. Parce que je sais que moi par exemple je suis amené à faire du développement, mais aussi des fois à aider un petit peu l'ergonomie, le design. Donc c'est sûr que si vous faites interagir des gens qui font plutôt du développement web, ils vont peut-être être plus à même d'aider au niveau du développement hybride, parce que c'est quelque chose qu'ils ont l'habitude de faire. Alors que peut-être quelqu'un qui fait de l'Android depuis 4-5 ans, peut-être je me trompe, je sais pas, mais a plus l'habitude de ses comportements Android à lui, et il sait ce qu'il fait, il attend juste un design, et on lui dit il faut faire comme ci, comme ça. Il utilise des composants, lui demande quelle version. Je me ferai l'avocat du diable par rapport à ça, pour avoir vécu sur des projets en tant que chef de produit. Moi je suis pas développeur, je suis chef de produit, donc j'ai eu à diriger des devs sur un projet où on avait en fait les deux. D'accord. À la fois le projet a commencé avec juste du web responsive, on n'a pas eu de hybride, on a eu du web responsive, mais finalement la moitié des technos hybrides, finalement c'est du web responsive packagé dans une appli, et deux applis, et ensuite des applis natives et Android et iOS. Il se trouve que les développeurs web responsive vont avoir des mauvais réflexes en termes d'expérience utilisateur. Et on va le découvrir tard dans le cycle de développement, parce que moi en tant que chef de produit, je fais une spec au niveau, on est agile, je ne vais pas aller dans tous les détails, ils vont livrer en fin de sprint ou en fin de release, et on va avoir des menus dépliables qui sont un truc hyper standard sur les sites web. Ouais. Le développeur web qui est habitué à avoir deux écrans 24 pouces, le débugger sous la main et Waza au niveau de la UI, voilà, il avait prévu des menus qui se dépliaient, etc. avec du touch et des petits écrans plus orientation portrait et pas orientation landscape. C'était une catastrophe au niveau UI. Donc il faut prendre en compte la spécificité de la plateforme mobile dans l'ergonomie. Et donc si on demande aux développeurs d'avoir une sensibilité ergonomique, je pense que c'est mieux d'utiliser des développeurs qui ont l'expérience du mobile, que ce soit du natif ou que ce soit techno finalement. Tandis que si vous prenez votre développeur de site web ou d'appli web et que vous le plongez comme ça dans le bain, sans sensibilisation aux contraintes de l'expérience utilisateur mobile, ça peut s'avérer contre-productif. C'est juste une petite tentative de modération par rapport à ça. Par contre, c'est vrai que c'est plus facile et moins cher à trouver, je dirais, des développeurs JavaScript que le gourou en iOS ou Objective-C. Après, il y a aussi un effet de bord, c'est que si vous partez sur l'iOS et que vous voulez vraiment suivre les guidelines, vous êtes vraiment, je dirais entre guillemets, limité au niveau ergonomie et UI. C'est tous les projets, après, à part si vous partez sur du jeu vidéo et qui est complètement, ça on n'en parle pas, mais les applications basiques, type CRUD, dashboard, etc. Il n'y a pas 10 000 combinaisons, il y a des composants natifs qui sont là, qui sont configurables et designables, mais c'est pas non plus... alors que si vous partez sur de l'hybride, il y a vraiment beaucoup plus de chances de tomber dans des cas de figure. Tout dépend de la nature du projet, je dirais. Si c'est une appli qui n'est pas un jeu ou qui n'est pas une expérience immersive dans une marque, dans un univers de la réalité virtuelle, que sais-je encore, à la limite, si c'est plus un truc utilitaire ou l'idée de remplir un cas d'usage, je sais pas, le Bon Coin par exemple, un truc comme ça, pas besoin d'avoir une expérience utilisateur super sexy. Ce qu'on veut, c'est que l'expérience utilisateur fonctionne. C'est-à-dire qu'on remplisse ce que doit faire l'utilisateur sur le mobile. Et si c'est une application marchande, c'est l'amener à aller dépenser ses sous sur votre appli. Donc à la limite, de ne pas perturber les habitudes que l'utilisateur a sur son système d'exploitation via les applis les plus usuelles. Si vous êtes un utilisateur iOS, les applis que vous allez utiliser le plus souvent, ça va être le mail, ça va être Facebook, ça va être votre carnet d'adresse téléphonique. Et tout ça prend en compte les impératifs que vous utilisez, les guidelines d'expérience utilisateur propres à Apple, qui sont très différentes de ceux d'Android. Si vous arrivez avec votre projet un truc qui n'est ni Android ni Apple, ça ne va pas fonctionner au niveau des utilisateurs. Il faut se rappeler qu'aujourd'hui, la plupart des utilisateurs sont sur le mobile et pas sur le web. Voilà. Petite digression. Le basculement s'est effectué, je pense, depuis un moment entre les gens qui surfent sur un PC et les gens qui ont une tablette ou un téléphone. Ils sont majoritaires. Après, j'avais prévu un peu de parler de ça sur mon type de projet. Non, mais c'est bien ça. Non, j'ai quasiment fini, on va passer aux exemples après. C'est vrai que voilà, moi au début j'étais parti sur ma conclusion, c'était si vous avez un projet qui est vraiment juste comme vous l'avez dit utilitaire, type dashboard, voire juste des données affichées de manière
simple, il n'y a pas d'expérience utilisateur derrière recherché, immersif, etc. Plutôt partir sur l'hybride, c'est plus rapide, toutes les plateformes d'un coup, un petit peu de config par-ci par-là, ça passe. Si vous commencez à faire du jeu vidéo, bon ça c'est, il n'y a pas de souci, c'est bon, il y a des frameworks jeux vidéo hybrides, mais je ne pas trop. Mais si vous préférez faire du jeu vidéo où vous avez vraiment des gros calculs, je sais qu'il y a des, on est dans un coin ici où il y a beaucoup de grosses boîtes qui gèrent des télescopes, des satellites, etc. Eux, ils ont des grosses contraintes, ils ont des gros calculs au sein de leur application. Là, pareil, je vois pas trop ça de tourner sur l'hybride. Plus voilà, utiliser au maximum la performance du téléphone via la SDK native. Donc ça, c'était le dernier point, exploitation des caractéristiques du device. Voilà, c'est ça un petit peu le comparatif. J'espère que c'est clair. Maintenant, je vais avoir besoin un peu de vous. C'est bien, vous êtes sympathique, c'est cool. Non, il y a d'autres slides. Carte de maison pour Tu l'as pas en local en fait la présentation, c'est ça? Non, c'est sur Drive, j'ai pas eu le temps. Ah. On va rester comme ça. Tant pis. Désolé. Ouais, mais non, ça spoil un peu. Juste relancer la page. Désolé, je vais faire soit je continue à la voir, je sais pas comment ça s'affiche. Je vais profiter de la pause. Je te laisse essayer de récupérer la situation. J'avais juste 2-3 trucs à lire que je devais dire à la fin, je vais le faire maintenant. En fait, pour les personnes qui viennent pour la première fois au Meetup, je veux juste rappeler qu'on fait ça une fois par mois normalement. Généralement. Pardon, c'est le table qui t'a besoin. On fait ça généralement le dernier mercredi du mois. Et bon, de toute façon, vous êtes avertis, je balance des messages sur l'appli Meetup. Et on essaye en fait depuis quelques temps. Donc je suis pas seul à faire ça. Il y a Olivier Destrebec qui est lui développeur iOS. Il n'est pas là ce soir, mais il sera au prochain Meetup. On essaye maintenant de vous laisser choisir les thématiques qu'on va aborder. Donc je ne sais pas si tout le monde l'a lu, mais on a diffusé un sondage et on vous encourage à essayer de le remplir, c'est rapide. Et en fait, nous, ça nous aide à orienter un peu les choix de sujets qu'on présente. Voilà. Donc même si vous avez des propositions de sujets à faire, n'hésitez pas, vous nous les envoyez et on se fera un plaisir de trouver des interlocuteurs ou bien de le faire nous-mêmes si on est compétent dans le domaine. Voilà. Pour info, le prochain Meetup aura lieu donc fermé, je pense que ça doit être le mercredi 24. Et on aura une présentation qui sera faite par Teresa Colombi, qui est spécialiste en ergonomie. Et, elle a une société qui s'appelle Ludoti, qui est vraiment son métier avec l'ergonomie. Et si vous êtes préoccupé par ça, c'est vraiment une occasion à ne pas louper parce qu'elle est vraiment super pointue dans le domaine. Et elle nous expliquera un peu les tenants et les aboutissants de l'ergonomie appliquée au développement mobile. Voilà. Et après,
à la fin de la présentation, on rejoindra le côté pro, à côté là où on pourra un peu faire connaissance là, pour essayer un petit peu de créer plus de contact entre les gens. La présentation Teresa, c'est possible aussi. Alors je ne sais pas encore où on la fera, certainement à Sofia. J'ai pas d'infos, on n'a pas décidé de la faire. Ouais. Alors en fait au niveau des lieux, des présentations, c'est pas forcément toujours ici, on essaye de le faire, bon là on trouve des salles, mais dans l'idée on peut très bien faire ça à Nice, à Sofia, il n'y a pas de point fixe pour les présentations. Ouais. Donc bon, pour la présentation de Teresa, honnêtement je pense qu'il y a 90% de chances de se faire à Sofia. Moi c'est marrant, je perçois. Voilà. Pas tout le monde, mais moi ça va. D'ailleurs, j'en profite, il y a du monde là. Non, vas-y, continue, C'est mort, tu continues à Je vais juste à la fois, c'était juste alors trois je te exemples. laisse poursuivre. Voilà, c'était juste les trois exemples. Moi je ne l'ai pas apporté du coup là, j'ai pas pensé à la il y aurait juste trois en fait c'est trois exemples. Ok. Je voulais faire ça sans de questions, mais on va juste mettre à plat. En gros, j'avais fait un premier exemple pour savoir si peut être le choix. Donc c'était un projet. Vous devez faire un projet vous devez porter un projet sur du mobile, un projet qui tourne, qui est en prod depuis un bon moment. Vous n'avez pas forcément un gros budget, c'est juste que vous devez faire un portage mobile, pas forcément d'informations en plus sur le projet. Du coup, après ce qu'on a dit, est-ce que vous avez une idée sur quoi partir, plutôt sur du natif, de l'hybride, du web responsive? C'est détail. Comment? Là c'est détail pour choisir, mais C'est juste, du coup, vu que c'est juste du portage natif, et qu'il n'y a pas forcément de budget, juste comme ça. j'aurais dit natif, mais pas ce détail pour Natif. vraiment dire. Ok. Moi j'avais plutôt dit web responsive. Genre l'inverse. Natif, ouais. Mais voilà, vu qu'on avait dit, voilà, s'il n'y a pas trop de budget, il n'y a pas trop d'intérêt, stratégie, c'est en prod, ça marche. Si c'est en prod et que ça marche, c'est que c'est utilisé sur le desktop du coup. Pas forcément d'intérêt, plutôt partir sur le web responsive. Si ensuite il y a une demande, peut-être voir une grille natif par la suite. Ensuite il y avait un deuxième projet, c'était... Je voulais tous avoir un débat sur entre le mobile installé, l'appli installée et le navigateur. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez un peu des feedbacks entre justement l'utilisabilité par rapport au navigateur? Est-ce que ça prend de plus en plus le pas ou pas du tout? Est-ce qu'on garde encore nos habitudes, on installe notre appli, etc. Est-ce qu'il y a un avis là-dessus? Alors je sais que ce qui est possible, et c'est pour ça qu'en fait de temps en temps les applis web responsives sont appelées des applis hybrides, c'est qu'en fait c'est possible, je crois que c'était le cas de LinkedIn au tout début, c'est-à-dire qu'il est possible de dire bah voilà je veux ce site web en tant qu'appli sur mon téléphone, et vous avez comme une espèce d'appli, sauf qu'en fait c'est un raccourci vers une page web. Ah mais ça en fait ça ouvre le navigateur mais en full screen sur ça. Et ça crée le petit favicon Voilà, sur la page. C'est l'équivalent de raccourci sur le stop. Oui c'est ça. Voilà, ouais, c'est c'est ça. Donc en fait c'est pour ça qu'au début j'avais fait le web responsive, c'était un petit peu ça. Pour moi c'est pas vraiment une application. On est dans le navigateur en fait finalement. Exactement. Et si par exemple vous cliquez sur un lien qui vous amène vers un truc externe, ça vous change complètement, vous êtes dans une navigation sur un autre site alors que vous avez l'icône, c'est des choses bizarres qui peuvent se produire. Après au niveau de l'utilisabilité, je pense que les gens dans tous les cas sont plus habitués à avoir leur appli que d'aller dans le navigateur taper quelque chose, ça c'est sûr. Après au niveau de, comme on dit, de mettre un raccourci en fait vers un site web, c'est quelque chose qui peut marcher, mais étant donné avec les problèmes de performance et tout ce qu'on a parlé, je suis pas sûr que ce soit quelque chose qui puisse rivaliser. Moi, je peux donner une expérience personnelle sur le projet dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est un projet social. Peut-être que ça ne s'applique qu'à des applis qui ont un élément social. Il faut savoir quand même que les gens, sur les deux plateformes mobiles, l'application sur laquelle les gens passent le plus de temps, c'est Facebook. Donc souvent, Facebook est le point d'entrée vers un service. Surtout s'il est social, s'il partage des données. Et donc le problème qu'on a eu, c'est qu'on était parti sur des applis mobiles, mais on ne peut pas ouvrir facilement une appli mobile depuis Facebook. Surtout si on veut aller à un endroit spécifique de l'appli mobile, ça c'est une technologie qui s'appelle du deep linking. Ça pose toutes sortes de casse-têtes parce que le navigateur in-app dans l'appli Facebook n'a pas exactement les mêmes caractéristiques que Safari et c'est différent d'un browser à l'autre.
Et donc on en est revenu, c'est là qu'on s'est posé les questions d'usabilité du menu des clients, etc. sur la version responsive du site web, parce que le premier point d'arrivage des utilisateurs quand ils cliquaient notre URL, partagé par notre appli, c'était d'arriver sur la version web responsive du site web. Et si c'est plus ou moins bien fait, ça va bien marcher ou pas. Et donc ça milite en faveur de bien faire un site web responsive, parce que si on y accède depuis le navigateur in-app de Facebook, on avait aussi des utilisateurs chinois, là-bas c'est pas Facebook, c'est WeChat, des choses comme ça, et puis on ne raconte pas les horreurs avec le navigateur in-app de WeChat, c'est quelque chose d'assez compliqué. Là c'est pareil, il vaut mieux bien travailler, je pense, l'expérience utilisateur du web responsive de votre service, et ensuite utiliser selon les OS, pour des fonctionnalités plus avancées que la version web responsive, utiliser certaines capacités des OS, afficher des petites bannières, des petits pop-up de deep linking justement qui permettent de lancer l'appli ou d'aller chercher l'appli sur le store. Parce que faut pas oublier non plus, c'est que là où tu as raison, c'est la découvrabilité de l'appli. Si on va aller voir du contenu sur Facebook, mais que ce contenu n'est disponible qu'après enregistrement sur une appli, c'est un problème de parcours client, je dirais, le parcours utilisateur. Donc il faut arriver à rediriger depuis le site web responsive l'utilisateur vers l'App Store, télécharge l'appli, il s'inscrit et hop, il arrive sur le contenu qu'il veut utiliser. Ça, c'est hyper compliqué à faire. Donc si vous avez des parcours clients un petit peu comme ça, perso, si le budget n'est pas très élevé, je partirai sur du web responsive. Après, je me fais l'avocat du diable et je me contredis. Moi, qui viens du marketing, quand on a des projets sur de l'e-commerce, par exemple, là, on se rend compte que finalement, l'appli est vraiment utile, puisque l'utilisateur est beaucoup plus à l'aise sur une appli pour faire de l'e-commerce que sur du navigateur. Alors, le pourquoi du comment, il faudrait l'analyser, mais en tout cas, les faits, ils sont là. Les temps passés sur une appli, les paniers moyens, etc. Les taux de conversion sont meilleurs. Les taux de conversion sont vraiment meilleurs sur l'appli que sur du navigateur. Peut-être que sur l'appli, l'utilisateur est plus sur les rails. Il est moins distrait. On est sur la file de alors que sur etc. sur l'e-commerce web, je pense que les gens ont plusieurs tabs ouverts sur le navigateur, ils vont regarder tous les sites concurrents et aller sur lequel est le moins cher. Le tunnel, il est un peu alors que plus le tunnel de conversion est plus validé dans une appli. Il y a un autre problème aussi auquel j'ai été confronté, ou je vais être confronté, c'est si vous avez une stratégie forte au niveau de vos emails, vous envoyez des emails, typiquement newsletter mensuel, etc., et que vous avez des liens, et vous êtes cross-platform, c'est-à-dire que vous avez un site web et une version mobile, hybride ou native. La stratégie de l'ouverture de ces liens dans l'application, ça rejoint un petit peu le deep linking, c'est un vrai casse-tête. C'est-à-dire qu'il y a plein de cas à gérer, suivant les OS, et ensuite, ça dépend aussi quel service envoie vos mails. Si c'est un service externe, c'est juste impossible, moins très compliqué, d'ouvrir directement l'application, je veux dire. Si c'est votre propre serveur qui sait que cet utilisateur a un portable enregistré dans l'appli parce qu'il envoie des push et que c'est de type Android, alors il peut se permettre de mettre un lien spécifique. Si on déclare un URL schéma, que dès que vous cliquez sur l'application dans un endroit, vous pouvez passer des paramètres, etc. Mais vraiment, quand vous avez du cross-platform comme ça, c'est un aspect à prendre vraiment en compte. C'est d'autant plus casse-tête pour les marketeurs. En plus derrière, de savoir le wording, plus le wording à mettre, si vous les retrouvez ici dans l'appli, ok, mais à quel? Du coup, ça me redirige vers la web app, mais est-ce que après ça me rouvre l'appli une fois que je suis logué? C'est vraiment un parcours, comme vous dites, c'est vraiment un truc à prendre vraiment en considération, surtout quand il y a du cross-platform. C'est pas vraiment hybride native, mais c'est plus cross-platform. C'est un petit peu dans le thème parce que du coup, il y a des plugins hybrides qui permettent de faire ça. Je sais qu'au niveau de Unix, par exemple, de Cordova, j'ai un plugin pour faire du zip linking et un plugin pour déclarer un schéma URL spécifique, et ensuite de récupérer des paramètres. Et c'est pareil, si le jour où ça change, il faudra dépendre du plugin, etc. Et par contre, j'ai fait ça parce que je fais un petit peu de prestations natives à côté. Par contre, le clic sur une notif, le temps d'ouverture d'une appli, c'est juste affolant. C'est-à-dire que sur une web app, on est autour de 1 seconde, 1 seconde et demie pour ouvrir l'application sur du type hybride, sur Android pour le coup. Quand on clique, on envoie juste un intent filter dans l'application et ça l'ouvre à la bonne page. Et c'est juste
beaucoup plus rapide. Alors je sais pas à quoi c'est dû, peut-être que c'est le temps que l'appli soit acquis ou pas. Il y a pas de. Vraiment j'ai fait les comparatifs de côte à côte. Au niveau des notifs, j'ai vu qu'aujourd'hui maintenant il y a de la notification dans le navigateur. Comment ça, j'ai jamais vu tourner en vrai sur savoir si ça s'affiche sur l'écran mobile ou pas, ou ça reste que dans le navigateur. Au niveau mobile, ça se comporte comment? Pour envoyer des pushs sur des hybrides, pour envoyer aussi des pushs. Enfin, il n'y a pas de souci. C'est une Alors application, au-delà des pushs, j'ai vu qu'il y avait justement des pushs du navigateur maintenant. WebSocket. Ouais. Ah oui, Du serveur sentiment. Ouais, ça j'ai vu sur du desktop, je sais que ça. Voilà, et sur mobile, ça se comporte. Sur mobile, j'ai jamais essayé. Pas de retour à Je crois que ça existe pas, sauf que sur Safari. Sur Safari, on peut le faire. Moi, je n'ai jamais fait. Ça s'appelle Détail. Mais je sais pas Ça doit être possible, si c'est possible sur du Je pense navigateur. que comme c'est exécuté par le navigateur, il faut que l'expérience utilisateur soit pensée de la même manière que le site web. Le design Mais ma question c'est, de la est-ce que tête. si le navigateur n'est pas lancé, là, le téléphone est en stand-by, est-ce que ça arrive à se lancer, ou est-ce qu'il faut être sur le navigateur Je vois. pour voir la notif? Je sais, j'en ai aucune idée. Il faudrait essayer sur Chrome, voir. Parce que chez Chrome le fait. Mais honnêtement, c'est pas quelque chose que j'ai. En tout cas, en web, il faut avoir Chrome ouvert pour avoir la notif. Oui, sur du desktop, ouais. Sur du mobile. Sur du mobile, j'ai vu des expérimentations passer, mais c'est rien qui est défini. Excusez-moi, j'ai un peu coupé. Il n'y a rien qui est vraiment avancé, etc. Par contre, il y a quelque chose à regarder, c'est notamment avec la dernière version de Chrome qui est sortie la semaine dernière. Alors, du coup, je parle plus pour les utilisateurs d'Android. Ils appellent ça les Progressive Web Apps. Et a priori, ce serait des flags, dans le header des pages HTML, des boulets activés, des choses comme ça, qui permettraient d'aller vers une expérience qui serait à la fois web et à la fois mobile, et comme si on installait un peu sa page web sur son téléphone. Et je ne parle pas du raccourci comme on avait avant avec juste l'icône de la page web, mais c'est vraiment vers une autre expérience, comme si la page web, avec le côté web installé, pourrait avoir une version, on va dire, application mobile. Et voilà, en tout cas, ils ont sorti une première version. Alors, le Chrome qui est sorti la semaine dernière, la dernière version l'en va, si on active les bons flags quelque part. Donc, c'est encore à l'état expérimental. J'ai pas le temps de plus fouiller que ça, parce que voilà, c'est sorti la semaine dernière, mais en tout cas, je pense que c'est quelque chose à surveiller, les progressives web. Du coup, je pense que ça conclut la présentation. Et le dernier exemple, c'était full budget, grosse application native avec grosse performance. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions sur d'autres questions? Dans le slide, tu avais les différents logos, là, je ne les connaissais pas tous. Il y en avait un en forme de N, là, c'est quoi? Il y avait en hybride, il y avait Ionic, Xamarin et React Native. Celui du milieu, c'était un X. Ouais, mais dans le slide d'avant, tu as Ah oui. J'ai perdu le nom. Alors c'est assez similaire à. J'ai vu ce logo parce que. C'est Native Script. Native Script, exactement. Comment tu dis? Native Script. Native Script. Alors celui-là, j'ai mis le logo, mais honnêtement, j'aurais pas dit Native parce que celui-là, j'en ai aucune info. Après, comme j'avais dit au tout début quand je suis arrivé, j'ai pas forcément beaucoup d'expérience, autant que beaucoup d'entre parce que je suis arrivé, je pense. Mais j'ai essayé de quand même faire la présentation parce que c'était juste. En fait, moi, historiquement, je travaillais dans une société qui était hybride au tout début pour un pilote. Et j'ai signé donc pour faire du natif par la suite. Et en fait, la direction a fait le forcing pour rester hybride parce que, soi-disant, pour eux, c'était plus rapide et mieux. Alors qu'ils sont mobile first, c'est bizarre. Mais du coup, moi, j'ai beaucoup fait le forcing et fait des recherches sur ça pour appuyer mes dires, en fait. Et c'est pour ça que du coup, c'est des trucs que je mets tous les jours, j'essaie de rabâcher les choses, etc. Donc je me mets au courant de cette façon de vraiment dans ce cas. J'ai dit, bon, je sais qu'il va y avoir des experts, j'ai vu sur votre groupe qu'il y avait beaucoup de gens expérimentés, je dis, bon, je vais quand même y aller, mais voilà, je l'ai dit au tout début, c'est pas... C'est super, de toute façon, l'idée c'est qu'on ne veut pas faire des trucs trop techniques à ces présentations, parce qu'on veut quand même attirer un peu tous les publics. Et j'ajoute même qu'il nous arrive de faire des présentations qui ne sont pas du tout techniques et qui peuvent toucher à des aspects juridiques ou commerciaux mais liés au développement mobile. Ça ne sera pas forcément technique. Donc la présentation était très bien. Il y a d'autres questions ou pas? Une petite question juste. Ouais. Pour des clients, je fais surtout du natif.
Et généralement, il y a la question donc, de l'hybride qui se pose. Maintenant, comme tu l'as dit tout à l'heure, l'hybride ça se tend beaucoup sur le natif, au niveau de la vitesse, rapidité et tout. Sur quel argument, genre le meilleur argument que tu aurais pour convaincre quelqu'un de faire du natif plutôt que de l'hybride? Sans parler de budget ou quoi que ce soit, ça serait quoi? Des clients qui hésitent entre les deux et qui. C'est le meilleur argument qu'on pourrait sortir pour vendre le natif entre guillemets. Pour vendre le natif, Ouais, en gros, ouais. c'est toi qui ferais l'hybride? Non, non, c'est ça, c'est le natif. Non, mais est-ce que si tu proposes l'hybride Ah ouais. natif, c'est toi qui le ferais? Ouais, bien sûr. Tu dis que, je sais pas, je dirais plus quelque chose comme... C'est sûr, du mal à avoir des bons arguments là-dessus en fait. Tu serais obligé tout le temps de le maintenir si vous voulez rester à jour et pas avoir des failles de sécurité. Vous allez, si tu fais, ça dépend après du nombre de plateformes, si ton client veut du Android et iOS. Mais c'est sûr que performance, c'est sécurité performance. Après, Le support des devices aussi, enfin des capteurs, on va dire. ça aussi. Ça, Je maintenant, crois que ça va ils progresser. le font bien, ouais, C'est vrai ils que font ça bien, va ils font progresser bien. aussi, mais par exemple, si tu sais que, bon, ça dépend de la période, mais tu sais que les OS vont évoluer, par exemple, il va y avoir un nouveau capteur, etc. Ou par exemple, je sais qu'en ce moment, moi j'ai eu le problème, j'ai dû refuser une feature, c'était le fingerprint, donc j'ai fait sur iOS, pas de souci, mais sur Android, c'est quelque chose qui est disponible que depuis Android 6, si je ne me trompe pas, depuis 25. C'est-à-dire que quelqu'un qui a un Android, je sais que la part de marché, je crois que c'est 4.4, c'est KitKat la plus utilisée. Si tu restreins ton Android 6, je sais pas ce que tu veux le fingerprint. Tu vois, alors que sur hybride, s'il l'a pas, donc, je sais pas, enfin, tu peux gérer les deux cas. Sur Android, je suis pas sûr que tu puisses le faire. Oui, c'est les mini SDK ça. C'est possible? Il me semble. Parce que moi je sais que j'ai essayé de builder par exemple. de la PEGI, on fait des choses différentes. D'accord. Parce que je sais qu'on doit mettre le minimum SDK par exemple dans les projets Android. Et du coup la personne si elle est en dessous de ça, elle peut pas le télécharger. Tu peux changer le mini SDK en fait. Le SDK Ouais, minimum. Mais juste pour répondre à ta question, je renverserai la problématique. Pourquoi Toi, tu es expert en natif. Tu vas dire, moi je vais être beaucoup plus productif et donc rapide qu'un développeur lambda qui n'a jamais fait de mobile, et en plus, vous aurez une meilleure performance et une meilleure expérience utilisateur. Donc tu renverses le truc. Ouais, je vois. Mais si moi je suis expert du natif, ça va aller aussi vite, ça ne vous coûtera pas plus cher forcément. Parce que d'autant plus que, c'est ce qu'on avait dit la dernière fois dans la présentation de Laurent, il n'y a pas que la séquence dev dans le développement du natif. Il y a tout ce qu'il y a avant, c'est la spec, il y a la valide, il y a le déploiement, il y a le back-end. Donc juste l'aspect développement front-end mobile, si toi tu es expert du natif, tu veux dire je vais aller beaucoup plus vite que quelqu'un qui n'est pas expert. Donc même si... C'est vrai. Mais si le mec est dans le projet de base à le faire natif ou hybride, sans parler de moi ou quoi, enfin juste son projet de base natif ou hybride, dans ce cas-là en fait surtout. Parce que là du coup sans faire rentrer la personne, je le faire directement dans la question quoi. C'est vrai que là-dessus c'est plus dur à défendre un petit peu, comme nature. En termes de fonctionnalité, aujourd'hui l'hybride est capable de prendre en compte quasiment tout. Ah ouais, c'est ça le problème. Ça dépend, alors sur React je sais pas comment ça marche, sur Cordova il y a quand même beaucoup de plugins. Après je sais que il y en a qui sont quelques-uns qui sont buggés. Mais en général tous les capteurs sont utilisés. Parce que là, c'est un gros argument natif du coup. Il y a des trucs que tu pourras jamais faire en une techno web, l'hybride web, l'hybride natif, tu peux bidouiller, mais des jeux qui utilisent certains moteurs d'accélération, etc. Ce qui est graphique déjà. Des fonctionnalités de sécurité, on parlait du fingerprint. Le fingerprint derrière, ça peut aussi faire appel à des modules qui sont dans ce qu'on appelle le Trusted Execution Environment. Sur iOS, ça s'appelle Secure Enclave. Il m'étonnerait très fort que tu puisses développer des trucs comme Secure Enclave il y a des plugins en fait qui ont fait des API genre JS qui permettent d'appeler des méthodes. Ouais, mais qui tournent dans le Secure Enclave, tu dois le développer en natif. Ah oui, ça c'est sûr. Si tu veux vraiment faire juste on ne peut rien faire tourner dans le Secure Enclave. Après, oui, c'est pas secure pour rien non plus. Ah non, c'est totalement fermé. Si t'es habilité, si. Non, c'est fermé. Comment ils font pour les développeurs de DRM ou des trucs comme ça? Bon, eux, ils ont un accès. Ah oui. En tant que développeur iOS, il n'y a aucun accès. La seule API. Bien sûr, il faut être développeur habilité. C'est demander une authentification avec le fingerprint et c'est tout. Ouais. C'est ça, si vous voulez vraiment utiliser la fonctionnalité basique, même de pas forcément ce truc-là, mais la caméra, vous pouvez. Par contre, si un jour vous voulez changer un truc dans la caméra qui utilise une performance, quoi que ce soit, le plugin Cordova, il te dit juste prends une photo. Il te dit il y a une méthode, c'est prends la photo, enregistre-la, et voilà, ça s'arrête juste là.
C'est pour ça que je disais, voilà, si vous voulez vraiment des performances ou un truc poussé d'une des caractéristiques du device, via des plugins Cordova ou par hybride, du moins, ça va être très compliqué. À moins de faire son propre plugin Cordova, ça c'est quelque chose qu'ils m'ont déjà demandé, mais honnêtement, c'est un autre type de développement carrément. C'est du natif. C'est du natif, mais aussi du JS pour pouvoir ouvrir la JS, et c'est un autre type de développement. C'est plus du tout applicatif, on va dire, c'est plus la librairie du... Après, il y a un autre type de développement aussi que j'ai vu qui se répand beaucoup. C'est pas forcément... Alors, c'est du développement mobile, du coup, parce que ça tourne sur un environnement mobile, mais c'est de développer une SDK. Par exemple, c'est qu'aujourd'hui, il y a pas mal de bots dans Sophia, ils cherchent des développeurs mobiles pour, nous, on fait pas une application, on vend une librairie que vous installez, qu'on vend à nos clients. Ces clients donnent la librairie à leurs développeurs, et eux, en fait, ils livrent la SDK, la doc, et ils filent un dashboard avec des stats. Par exemple, je me rappelle, j'ai juste une SDK pour voir l'utilisabilité du téléphone. Et sur un dashboard web, vous avez, l'utilisateur il utilise plus votre application à telle heure, ce panel-là à telle heure. Et du coup, vous pouvez envoyer et dire, je veux à ce panel-là, j'envoie cette notif, à cette heure-là, j'envoie cette notif à cet utilisateur. C'est ce genre de développement aujourd'hui, je pense, qui se répand beaucoup. Et du coup, là, on perd un petit peu le côté applicatif, ergonomie, design, etc. Et c'est tout aussi intéressant parce que ça tourne sur du mobile, il y a des problématiques mobiles, mais il n'y a pas de design, d'interaction utilisateur. Et c'est quelque chose c'est un business model qui commence à se répandre, j'ai l'impression, dans le développement mobile. Est-ce qu'on a une idée aujourd'hui en termes de statistiques, sur un store donné, l'Apple Store ou Google Play, le pourcentage entre appli native et appli hybride, c'est quantifiable, c'est connu ça ou... Je n'ai pas regardé. Non, c'est très dur d'avoir des... On peut pas le savoir. Il y a une bonne source de données de ce genre, c'est Stack Overflow, qui publie chaque année son survey des développeurs. Ils l'ont sorti il y a quelques semaines. Cherchez Stack Overflow Developer Survey, et en fait là vous avez un ranking en popularité des différents langages et des différents frameworks. Ouais. Et en fait leur ranking ils le font à partir des forums Stack Overflow et des offres d'emploi qui sont publiées sur Stack Overflow, plus un sondage qu'ils envoient aux membres de Stack Overflow. Donc c'est une source hyper solide. Ouais, ça peut être bien. Hein. Et donc ça donne une idée de... je crois qu'il y avait une question sur le coût des devs, par exemple. Il y a le salaire moyen dans différents pays, dont la France, parce qu'il y a une grosse proportion d'utilisateurs de Stack Overflow qui sont français. Donc il y a des salaires moyens par techno. C'est hyper intéressant à regarder le survey de Stack Overflow. Il y a un ranking aussi des différents frameworks dont tu as parlé et plein d'autres. Alors, c'est pas que mobile, Stack Overflow, mais il y a beaucoup de mobile. De facto, aujourd'hui, il y a la moitié du marché du développement, c'est du mobile. Et c'est hyper intéressant à regarder. Je ne me rappelle plus, mais je crois qu'il y a encore une majorité de devs natifs. C'est mon sentiment aussi. Quand tu vois les applis, la plupart elles sont natives. En tout cas, côté Android. Ça, c'est une question. Est-ce que tu as des exemples d'applis connues qui sont natives versus hybrides ou pas? Ce que j'ai appris récemment, alors je sais pas si c'est vrai, mais Facebook sera en hybride. S'ils ont fait React Native, avec de l'hybride. Ils sont foirés, ils sont venus, ils sont revenus en natif. Ils sont revenus à l'hybride. Mais s'ils ont fait React, c'est que quelque part ils ont utilisé. De ce que j'ai lu, c'est qu'ils n'utilisent pas sur l'appli Facebook, ils l'utilisent sur des applis annexes comme leur outil de gestion de campagne de pub. D'accord. Parce que j'ai vu un communiqué de chez Facebook qui disait, alors ils ne parlaient pas du coup peut-être de Facebook, de l'application principale, mais ils disaient certaines de nos applications sont hybrides. Je pense que c'est leur objectif à terme. Aujourd'hui, l'application principale, je ne pense pas que les anciennes sont C'est pour ça que j'étais très étonné aussi. J'ai regardé, je pense pas possible. Bon, après, il doit y avoir un sacré bilan, parce que c'est plus de 200 mecs. Il y a certainement autre chose que du code, c'est sûr. Mais après, il y avait ça. Alors, je sais que LinkedIn au début était web responsive. Ils sont passés à l'hybride. Non, ils sont passés au natif et là ils sont passés à l'hybride, je crois. Après, pour moi, LinkedIn, il n'y a pas forcément beaucoup de... Il y a pas mal de features, etc. Mais il n'y a pas une expérience non plus... L'expérience plutôt pourrie. Voilà, c'est pas non plus... Après, l'expérience pourrie, peut-être, elle vient aussi du design. Parce que en termes de features... Oui, voilà, c'est pas... J'ai reçu des invites sur LinkedIn, j'arrive pas à les voir sur la version appli, alors que je les ai sur la version desktop web. Il y a des trucs qui sont bizarres. Voilà.
c'est un des exemples que à chaque fois je regarde parce que du coup ils ont fait vraiment les trois. Je sais pas s'il y en a des gens de Dailymotion en Australie qui Ils sont partout, l'équipe enfin. Appli Player sur Sophia et à une époque je crois qu'ils faisaient du hybride. Je sais que là ils sont en train de tout refaire leur navigateur. Et une question du coup, t'as dit qu'il faut être en hybride après natif, après hybride, enfin qu'ils ont basculé entre guillemets. On peut basculer une appli hybride au bout d'un moment en natif, au niveau du nom de package, au niveau de Ouais, si tu tout ça. reconnais tout. Non mais Non, c'est si pas on le recode tout, on peut pas rebalancer une mise à jour sur le store. Vu que le nom de package est utilisé. Si Tu refais la l'appli avec le même nom de package. Du moment qu'elle est Et buildée, c'est possible. Une fois qu'elle est Les buildée, c'est applications zappé. natives, ça produit hybride, ça produit des APK. c'est ça. À la fin, tu as un fichier APK. Si tu dézippes, en gros, tu as ton projet web Oui, ça joue, bien sûr. qui est architecturé avec, dans le dossier qu'il faut. Mais à la fin, le rendu, c'est le même. C'est un fichier APK ou un fichier IPA. Ça a le même rendu. Donc, Donc du coup, ouais, c'est une question de me poser, mais si tu fais toute une appli en hybride, un jour tu vas passer en natif, donc le même nom de package, tout ça, les mêmes builds, les mêmes numéros partout. Si tu fais le même état donc en natif, tu peux très bien le balancer sur le store, en mise à jour quoi. Oui. Ok. Le store ne fait pas la. Donc mon package est pareil, il faut une différence, c'est ça. Ok. Tant que le package est bon, que la version est supérieure au niveau du versionning. iOS pareil. Il teste un peu, je crois quand même. Peut-être pas, il te reteste pas autant que la première fois que tu fais la publication. En tout cas, iOS, je crois. Bon, c'est bon, ça va. Sinon, non, il reteste pas. Et iOS pareil alors. Pareil, il y a plein de problèmes. Ok. C'est mon package qui Ouais, c'est ça. des fois, et Par Je contre, sais qu'il y avait d'autres numéro de paramètres. version build. Par contre, si tu te crois dans le package, là, t'es un peu. Après, tu peux toujours changer facilement ça. Mais... C'est unique, tu peux pas changer. C'est un- Non, ça change Non, pas. quand tu développes, je veux dire. Ah oui, oui. Mais une fois que c'est poussé, Ouais, ça oui, ça ça c'est c'est unique. un gros problème. Enfin, moi j'ai connu ça depuis longtemps. Une société qui avait donné non, en fait je veux changer, parce que dans le nom de bundle, ils avaient donné un nom de bundle pour iOS, on fait ouais c'est bon, on le laisse pour Android aussi. Et du coup dans le store Android, quand on tape l'application, il y a marqué point iPhone, il faut quelque chose. Ouais, C'est pas top, et du coup on leur a dit bah si vous faites ça, faut faire c'est-à-dire qu'il faut migrer l'appli, de vos utilisateurs, il faut les prévenir qu'il faut retélécharger l'autre appli, il y a tout un parcours à faire. Il faut vraiment pas se soirée sur le premier déploiement, faut pas se foirer. Enfin, faut être sûr. bien sûr. Sinon, en termes d'intégration, je sais pas trop où ça en est au niveau de l'hybride, mais comment ça se passe quand on doit gérer l'accessibilité des applications? Parce que l'accessibilité pour une appli web, on commence un peu à connaître. L'accessibilité native, c'est plutôt bien géré sur iOS, Android je ne connais pas. Par contre, sur de l'hybride, on se retrouve avec quoi? Un mélange entre de l'accessibilité native ou on se retrouve avec l'accessibilité web? C'est quoi accessible? Je pense à l'internationalisation, le truc. Non, je Non, pense à l'accessibilité l'accessibilité en termes d'handicap, D'accord. Les malvoyants, l'utilisation de clavier braille, Ouais, ouais, ce genre de choses. Alors je sais que sur web, il y a pas mal de librairies qui sont spécialisées dans le domaine. Parce que je sais que j'ai un ami qui a fait un startup weekend, un truc comme ça. Et tout le site était que pour les non-voyants, donc en reconnaissance vocale. Après, parce que sur native, tu connais, c'est adapté, Sur mais il y a des natif choses qui iOS, il existent. n'y a quasiment rien à faire. D'accord. Ça marche quasiment. C'est prévu dans l'OS, dans SDK directement. C'est plutôt bien intégré. C'est pareil aussi, le côté Android. Alors, Par contre, sur le web, c'est alors, encore très casse-tête. Ce qui est sûr, c'est que si vous faites de l'hybride, il n'y a rien qui est prévu, c'est sûr. Il faut trouver une librairie pour faire tout. Mais bon, ça, c'est sûr que j'y avais pas forcément pensé. Mais Je sais que par exemple sur iOS ou même sur Mac, il y a un système de rotor là, qu'on a dit dans les éléments. Ouais. C'est quelque chose qu'on va retrouver pour l'appli. Donc on va aller dans l'appli, on n'aura pas le même style de rotor quand on est dans un site web. On va se retrouver avec quelque chose qui permet de naviguer dans la structure d'une page web et pas forcément la structure d'une appli. d'accord. Et pour le coup, ça fait un peu ressortir la plomberie. Bah, du coup, sur dans du React Native, peut-être que c'est accessible. Je sais pas s'ils ont fait le composant web qui permet de toucher à ce composant-là en natif. Après, en hybride web, c'est sûr que non. À ma connaissance, je connais pas. Ça ne dit rien du tout. Et du coup, ouais, ça fait peut-être un critère de plus si vous voulez une application accessible pour ce genre d'utilisation. Peut-être partir plus sur du natif. Ça me semble plus simple. Ouais, je pense aussi. Ou
ou alors qu'il y ait peut-être plus tard il y aura un standard web et qui sera compatible. Il y a un standard, mais 12 livrets. Ouais, c'est ça. C'est ça. Non, après, récemment, j'ai jeté un œil aussi sur tout ce qui était. C'est pas de l'intelligence artificielle, mais c'est le système de Alexa pour Amazon et le système de. Ouais, c'est le Skills qu'ils appellent exactement, je sais plus exactement. C'est là un objet qui permet de dialoguer avec et qui répond et qui permet à n'importe quelle appli de mettre son application dessus, de pouvoir ouvrir et utiliser l'application via le device. Ça, du coup, ça peut être une solution alternative pour les personnes non-voyantes. Par exemple, si elles acquièrent un objet, par exemple le truc Alexa de Amazon, votre application, vous dites, quand elle dit Alexa, commande-moi une pizza, c'est peut-être une application qui vend des pizzas. Si elle a installé ce truc-là pour les pizzas, ça pourra commander des solutions. On peut intégrer dans une appli mobile. Il me semblait que c'était que les composants. Non, en fait, c'est une SDK qui est fournie par Amazon et vous poussez sur leur store à eux et qui s'intègre sur leur objet. En fait. C'est dans l'autre sens. C'est pas quelque chose que vous mettez sur votre appli. C'est très back-end. C'est back-end. Ils ont un framework, ils ont Python et Node, je crois. Et vous poussez ça sur leur store à eux. Et ensuite, il est disponible du coup sur tous les devices et vous pouvez l'installer. C'est pas quelque chose que vous intégrez à votre appli. Aussi, je pensais que c'était. Ils fournissaient une SDK auquel on pouvait interagir avec dans notre appli, mais c'est pas ça. Ils ont tout gardé, ils disent donnez-nous vos trucs et nous on permet aux utilisateurs d'utiliser votre appli via notre appli. C'est pas du tout dans l'autre sens. Par exemple, les API d'intégration de Siri, on peut les retrouver sur le Je crois qu'il y a un plugin qui permet la reconnaissance vocale. Donc j'imagine. Pas de reconnaissance vocale, mais pas l'équivalent des skills, mais pour la partie Siri, comme, je sais pas, trier un appel avec WhatsApp, ou lire les derniers messages, ce genre de choses. Regardez sur le registry de plugin Cordova, honnêtement, j'en ai aucune idée. C'est pas des trucs que on m'a pas demandé et j'ai pas forcément regardé avant de venir. Regardez sur internet. Je sais pas. Ce qui est sûr, c'est que quand vous voulez avoir une information sur un plugin, sur Cordova du moins, la première chose à faire, s'il y a un site officiel Cordova, vous pouvez aller chercher vos plugins, même si c'est pas eux qui l'ont fait, ils ont des plugins qui sont très bien mis à jour et maintenus, et du coup ils les mettent semi-officiels sur leur registry à eux, plutôt que d'aller chercher n'importe quel plugin sur internet qui est deprecated de maintenance. Ça c'est le premier réflexe à avoir. On peut chercher par un mot-clé, donc peut-être en mettant Siri, peut-être des choses qui sortent. Il y a peut-être plus d'offres du côté FunGap. C'est pareil en fait, FunGap, Cordova, pour moi, ce que j'ai compris dans le truc, c'est FunGap c'est l'ancien nom et maintenant c'est le... FunGap c'est la version commerciale Cloud, Adobe et ouais. Cordova c'est la version Apache. Il y en a un qui est sur le cloud et un qui est en côté, vous pouvez télécharger local pour faire vos commandes de commandes. Oui, il y en a un qui a un subset de l'autre. Du coup, j'ai pas bien compris en fait cette différence entre ces deux trucs. Je sais qu'on peut utiliser les deux, c'est la même chose. Des plugins non plus, c'est une offre commerciale. Je sais que j'ai jamais été contraint d'utiliser l'un ou l'autre. Au début, je sais que je buildais mes applis via le service cloud PhoneGap Build, gratuit. Je sais que c'était la merde au niveau des plugins et tout, testé. Du coup, c'est pour ça que je suis passé Cordova côté local. Je build moi-même les applis maintenant sur les machines de ma société. J'ai jamais eu de problème à passer l'un à l'autre, à part le fichier de config à changer parce qu'au niveau de la syntaxe, c'est pas trop pareil. Voilà. C'est terminé pour les questions? Ouais, mais juste une. Vas-y. Terminé. Ouais. En tant que développeur, c'est plus agréable de développer en natif ou en hybride? C'est où qu'on se fait le plus? Bonne question. Moi personnellement, Ouais, ou même moi, je suis levé sur ce que vous préférez. moi je suis pro natif. Moi je fais que du natif, donc je vais dire natif. Mais en fait, pour être très concret, quelle que soit la techno que tu utilises, en développement, les problématiques sont sensiblement les mêmes. Donc tu vas pas vraiment, peut-être, tu vas pas voir énormément de différence. Oui, peut-être les environnements, peut-être. Ouais, après ça c'est vrai, les outils peut-être. Ça dépend. Plus adaptés, plus en hybride, ça évolue plus vite. Tout va dépendre du langage que connaît le développeur. Parce que si tu sais faire des langages structurés genre C avec des pointeurs, des trucs comme ça qui va faire de l'objectif C, et tu le trouveras mieux, parce que tu pourras plus facilement manipuler la mémoire, des choses comme ça.
que tu vas préférer faire de l'Objective-C. C'est un langage plus propre, plus rigoureux, tu contrôles la mémoire, alors que du JavaScript, mon Dieu, surtout, je n'y toucherai jamais, c'est très sale. Mais à l'inverse, un développeur qui est habitué à faire du JavaScript, il dit c'est quoi cette merde avec des étoiles partout, dès que je me forme dans un pointeur, j'ai des stack overflow, des null pointer exception, ça plante mon appli, je passe 3 plombes à débugger. Voilà, et ça dépend du background du développeur. C'est quasi religieux, hein, des questions. C'est pas religieux, c'est une question de formation. Pas trop désolé. Il y a un truc qui est vrai, c'est que vu que je fais un peu les deux, j'ai l'impression d'être beaucoup plus guidé au niveau de l'IDE sur du natif, parce que c'est vraiment quelque chose qui est adapté. Aujourd'hui, pour choisir un IDE dans le fait de l'hybride, déjà il y a le choix, et pour avoir un truc léger qui tourne bien avec l'IntelliSense, etc., c'est pas gagné. Moi je sais que l'IDE fait beaucoup. Aujourd'hui quand je code dans Xcode, j'aime bien parce que voilà, c'est simple, c'est toujours pareil. Quand je code dans Android, c'est un peu plus compliqué, il y a beaucoup plus de menus, vu que j'ai un 13 pouces, c'est compliqué. Voilà, mais pareil, une fois qu'on est habitué, on sait où aller chercher les classes, la doc, on se fait les raccourcis, etc., ça passe. Sur de l'hybride, avant de se faire un environnement qui est, on va dire, confortable, et où on n'a pas besoin de builder et de runner pour voir qu'il y a une erreur qui va apparaître, il y a quand même de la config à faire, et peut-être quelqu'un qui n'est pas habitué à faire du développement web, il va s'attendre à ce que l'IDE lui dise, voilà, là il y a une erreur. Et du coup, tu utilises des Eclipse, des trucs comme ça pour faire de l'hybride ou... Non, pas du tout. Non, il y a des Visual Studio Code. D'accord. En fait, j'utilise ça, j'ai essayé plusieurs, moi j'ai jamais utilisé Sublime, mais j'avais essayé comme ça, mais ça m'a pas plu. J'ai bien aimé Visual Studio Code parce qu'il est très léger, et il a des plugins qu'on peut installer dessus pour tout type de... Par exemple, là j'utilise le framework Ionic, mais ils ont développé un plugin qui s'intègre facilement juste en téléchargeant, et ça fait de l'autocomplétion Angular, ça fait pareil s'il y a des erreurs vu que c'est typé, c'est du type script, on a les erreurs de type, on a les erreurs on a tout un petit peu comme un IDE pour du natif, quoi, pour de l'objet. D'accord. C'est quelque chose, moi je recommanderais ce truc là, quand je fais du Node aussi pareil, j'utilise, c'est vraiment adapté, c'est vraiment léger. Après, il y a des chèques, moi j'ai des collègues qui travaillent en face de moi, il est sur WebStorm, il ne changera jamais, c'est son environnement préféré, quoi, il ne changera pas. D'accord. Après, tu as les habitudes. Ça dépend des habitudes. Mais c'est vrai que c'est plus compliqué de trouver un environnement confortable et de le configurer pour de l'hybride que sur du natif. D'accord. On en termine avec les questions. Écoute, bravo et félicitations pour la juste avant qu'on rejoigne le côté collation, la question a été posée, tout le monde n'était pas présent. Les slides seront dispo sur Meetup, voilà. Si vous voulez récupérer ceux qui ont fait le début. Et on va aller donc de l'autre côté là-bas pour le coup.